Imaginez, vous êtes un garçon de 12 ans dans un petit village bulgare en 1550. Le brouillard matinal enveloppe la vallée comme un linceul pendant que vous aidez votre père à s'occuper des moutons. Le son des cloches autour de leur cou crée une douce mélodie qui a été la bande-son de toute votre vie. Votre mère prépare le petit déjeuner, du pain chaud et du lait de chèvre qui a le goût de la maison, de la sécurité, de tout ce que vous avez connu. Puis vous l'entendez, le bruit assourdissant des sabots sur les pavés. Le visage de votre père devient blanc comme du parchemin. Votre mère laisse tomber le pichet en terre cuite qu'elle tenait, et il se brise sur le sol comme si votre monde était sur le point de s'effondrer, car tout le monde dans votre village sait ce que signifient ces bruits de sabots. Les collecteurs du sultan sont arrivés. Vous regardez depuis l'arrière d'une charrette en bois, tandis que les fonctionnaires ottomans descendent de leurs chevaux, leurs robes de soie immaculées malgré le long voyage. Ils portent des rouleaux et des listes, et leurs yeux balayent les villageois rassemblés avec le calcul froid des marchands évaluant le bétail. Lorsqu'un d'eux vous désigne directement, votre mère s'effondre à genoux, implorant dans une langue qu'il ne daigne pas comprendre. Votre père reste silencieux, sachant que la résistance signifie la mort pour toute la famille. Vous êtes emmené avec des promesses que vous servirez le sultan, que vous vous élèverez à la grandeur, que c'est un honneur. Mais tandis que la charrette s'éloigne de tout ce que vous avez connu, tout ce que vous pouvez entendre, ce sont les sanglots de votre mère qui s'estompent dans le lointain. Vous ne la reverrez plus jamais. C'était le début de votre nouvelle vie de garçon de palais, un golem dans l'empire le plus puissant de la terre. Et les horreurs qui vous attendaient derrière les murs du palais vous feraient regretter ces jours simples où vous gardiez les moutons dans les vallées brumeuses de votre pays natal. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez apprendre les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et n'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me faire savoir d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ces anciennes histoires ensemble, venant de différents endroits du monde, connectés à travers le temps et l'espace par notre curiosité partagée pour le passé. Le voyage à Istanbul a été votre premier contact avec la cruauté systématique qui définirait votre nouvelle existence. Vous et des dizaines d'autres garçons avez été conduits pendant des semaines à travers des terrains accidentés, mal nourris, dormant à l'air libre ou dans des abris rudimentaires qui offraient peu de protection contre les éléments. Les faibles, ceux qui ne pouvaient plus suivre, qui tombaient malades ou qui avaient simplement abandonné tout espoir, étaient laissés pour compte afin de mourir. Vous avez appris votre première leçon de la vie dans le palais ottoman avant même d'atteindre la capitale. La faiblesse était synonyme de mort, et seuls les plus forts, les plus intelligents ou les plus adaptables survivraient à ce qui allait suivre. Le garçon qui marchait à côté de vous, âgé d'une quatorzaine d'années, avait été enlevé dans un village de pêcheurs grecs. Il s'appelait Nikos, bien qu'il vous ait confié à voix basse que ce nom serait bientôt interdit. Il avait tenté de s'enfuir la 3e nuit de la marche, mais les gardes l'avaient rattrapé avant qu'il n'ait parcouru 1 kilomètre. Ils l'avaient ramené au camp et l'avaient battu devant tous les autres garçons, à titre d'exemple. Ses cris résonnaient dans la campagne, et vous avez serré les yeux, essayant de bloquer le son, mais vous ne pouviez pas bloquer la leçon. L'évasion était impossible. La résistance était vaine. Au moment où vous avez atteint les environs d'Istanbul, vous aviez appris à vous déplacer comme un fantôme, à ne parler que lorsqu'on vous adressait la parole, à vous rendre invisible lorsque l'attention des gardes devenait prédatrice. Vous aviez vu des garçons disparaître dans la nuit, certains qui avaient essayé de courir, d'autres qui ne pouvaient tout simplement plus supporter un jour de plus. Leur place vide dans la file servait de rappel constant de votre propre mortalité. La première vue du panorama d'Istanbul aurait dû vous couper le souffle. Les minarets perçant le ciel, le dôme massif d'Hagia Sophia, le vaste complexe palatial qui allait devenir votre prison. Mais tout ce que vous avez ressenti était une peur profonde qui s'installait dans votre estomac comme une pierre. Cette magnifique ville représentait tout ce que vous aviez perdu et tout ce que vous craigniez de devenir. À votre arrivée à Istanbul, vous avez subi votre première sélection. Les fonctionnaires ottomans ont divisé les garçons survivants en groupes en fonction de leur potentiel perçu. Le processus était humiliant et minutieux. Ils ont examiné vos dents comme si vous étiez un cheval,
ont testé vos réflexes et vous ont fait réciter ce que vous saviez des lettres et des nombres. Ils ont mesuré votre taille, examiné votre peau pour y détecter des imperfections et évalué vos traits faciaux avec le détachement clinique d'évaluateurs d'art. Les plus beaux et les plus intelligents étaient destinés à l'école du palais, l'Enderon. D'autres deviendraient janissaires, le corps militaire d'élite. Mais pour ceux qui étaient choisis pour le service au palais, une épreuve différente les attendait, une épreuve qui testerait non seulement l'endurance de votre corps, mais aussi la capacité de votre âme à survivre à une déshumanisation systématique. Vous faisiez partie des rares élus de l'Enderon, école située dans les murs du palais de Topkapi. Les responsables qui avaient fait ce choix avaient remarqué votre peau claire, vos yeux brillants et votre intelligence évidente, et ils avaient souri. Vous ne compreniez pas alors que leurs sourires n'étaient pas amicaux. C'étaient les sourires de prédateurs qui avaient trouvé une proie particulièrement prometteuse. L'Enderon a été qualifié de première institution d'enseignement au monde pour les enfants surdoués. Cette description, bien que techniquement exacte, masque la dure réalité de ce que représentait cette éducation pour des garçons déplacés comme vous. Oui, vous apprendriez des langues, l'arabe, le persan et le turc. Vous étudieriez les mathématiques, l'astronomie, la littérature et le droit. Vous seriez formé à la musique, à la calligraphie et à divers métiers. Mais cette éducation avait un prix qui allait bien au-delà de la simple rigueur académique. Le complexe palatial qui allait devenir votre monde était un labyrinthe de couloirs de marbre, de salles ornées et de passages secrets où le danger rôdait à chaque coin. Vous étiez logé dans des dortoirs à l'intérieur du complexe palatial, séparés du monde extérieur par des murs, des gardes et un protocole qui rendait l'évasion non seulement difficile, mais impensable. Le dortoir où vous alliez dormir s'étendait devant vous comme un tombeau de marbre, bordé de lits étroits, recouverts de soie, qui vous semblaient des chaînes sur la peau. Votre première nuit dans le dortoir, vous restâtes éveillé à écouter les sons qui allaient devenir la bande-son de votre captivité. Les sanglots discrets des garçons souffrant de nostalgie, essayant d'étouffer leurs larmes dans leurs oreillers, les conversations chuchotées dans des langues que vous ne reconnaissiez pas, et les pas des élèves plus âgés et des surveillants qui rôdaient dans les couloirs après l'extinction des feux. Vous serriez la petite croix de bois que votre mère vous avait pressée dans la main au moment où l'on vous emmenait. Mais le matin même, ce dernier lien avec votre vie passée serait découvert et confisqué. On vous donna un nouveau nom, Mesmet, et on vous dit d'oublier vos origines chrétiennes. La conversion à la foi officielle de l'Empire n'était pas facultative. Elle était fondamentale à votre transformation d'enfant capturé en serviteur ottoman. La cérémonie fut célébrée avec faste, comme si vous aviez choisi ce chemin volontairement. Mais vous le saviez, et tout le monde le savait, ce choix n'avait rien à voir avec cela. Vous répétiez les mots qu'on vous demandait de répéter, mais au fond de vous, vous conserviez le souvenir des berceaux de votre mère et des histoires de votre père. L'aspect le plus insidieux de votre éducation était la destruction systématique de votre volonté individuelle et votre reconstruction comme instrument de plaisir et de pouvoir impérial. Le palais fonctionnait selon une hiérarchie complexe où l'avancement dépendait non seulement des résultats scolaires, mais aussi de la capacité à plaire aux supérieurs, et plaire pouvait prendre de nombreuses formes qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à apprendre. Votre première leçon sur les règles non écrites du palais vint d'Amit, un élève plus âgé qui était dans le système depuis 3 ans. Il vous approcha un soir dans le dortoir. Sa voix portait à la fois menace et promesse. « Tu es nouveau, dit-il, s'installant sur le bord de votre lit sans invitation. Tu ne comprends pas encore comment les choses fonctionnent ici, mais je peux te protéger, t'enseigner, t'aider à progresser. Les professeurs me favorisent, et ils écoutent mes recommandations concernant les plus jeunes. » Il laissa sa main reposer sur votre épaule, et vous vous sentîtes vous figer. Vous aviez 12 ans et n'aviez jamais été touché par un étranger, mais quelque chose dans son comportement vous donnait la chair de poule. « En retour, continua-t-il, sa voix tombant à un murmure, tu devras me montrer ta gratitude. Il y a des manières pour des garçons comme toi de remercier les élèves plus âgés pour leur protection, des manières spéciales qui restent entre nous. Vous faisiez face à un choix impossible que des milliers de garçons avant vous avaient affronté. Refuser et risquer des punitions brutales, l'isolement social
et la fin de tout espoir d'avancement. Acceptez et abandonnez les derniers vestiges de votre innocence d'enfant à un système qui considérait votre corps comme une marchandise à échanger contre faveur et protection. Il n'y avait pas de bon choix, seulement la survie. L'écosystème sexuel du palais était complexe et prédateur, fonctionnant selon des règles établies au cours de générations d'exploitation. Les eunuques, castrés eux-mêmes enfants et souvent portant leurs propres cicatrices psychologiques, exerçaient un pouvoir considérable et l'utilisaient pour exploiter le flux constant de nouveaux arrivants. Ils comprenaient le système intimement parce qu'ils en avaient été les victimes. Mais, au lieu de protéger les nouveaux venus, beaucoup en sont devenus les plus zélés exécuteurs. Les élèves plus âgés se nourrissaient des plus jeunes, perpétuant des cycles d'abus qui remontaient à des générations. C'était une forme tordue de harcèlement, où les initiés gagnaient leur place dans la hiérarchie en victimisant ceux qui étaient en dessous d'eux. Les responsables du palais profitaient de leur position pour accéder aux garçons les plus beaux avec impunité, sachant que leurs victimes n'avaient aucun recours et personne à qui elles pouvaient demander justice. Ce qui rendait ce système particulièrement insidieux, c'était son intégration à la hiérarchie officielle du palais. Les relations sexuelles n'étaient pas des scandales cachés. Elles faisaient partie de l'ordre social, tissées dans le tissu de la vie quotidienne si complètement qu'elles semblaient naturelles et inévitables. Les garçons qui attiraient l'attention de puissants protecteurs pouvaient voir leur carrière s'accélérer, leurs études facilitées et leur vie plus confortable. Ceux qui refusaient ou déplaçaient leurs supérieurs se retrouvaient relégués à des postes subalternes, soumis à une discipline plus sévère, ou disparaissaient tout simplement des rôles du palais. L'impact psychologique sur des garçons comme vous était dévastateur et soigneusement calculé. Déconnectés de votre famille, dépouillés de votre identité originelle et jetés dans un monde où votre corps était considéré comme une marchandise, vous avez développé ce que nous pourrions aujourd'hui reconnaître comme des réponses traumatiques complexes. Certains garçons sont devenus manipulateurs et calculs, apprenant à utiliser leur sexualité comme un outil d'ascension et de survie. D'autres se sont repliés sur eux-mêmes, devenant des coquilles vides qui suivaient les règles de la vie palatine, tandis que leur âme mourait intérieurement. Vous avez observé ces deux transformations se produire chez les garçons autour de vous. Dimitri, qui avait été enlevé de la même région que vous, a appris à sourire et à flirter avec les étudiants et les professeurs plus âgés. En 6 mois, il avait de nouveaux vêtements, de meilleure nourriture et un tuteur privé pour ses études de langue. Mais ses yeux étaient devenus vides et il ne parlait plus de sa maison ou de sa famille. À l'arrivée de nouveaux garçons, il les regardait avec le même regard calculateur que les fonctionnaires lui avaient autrefois adressé. Stéphanos, un garçon grec qui était le fils d'un pêcheur, a suivi la voie opposée. Il a refusé toutes les avances, a subi des coups et des châtiments, et a progressivement sombré dans une existence fantomatique. Il remplissait ses fonctions mécaniquement, étudiait convenablement mais sans enthousiasme, et semblait disparaître un peu plus chaque jour. Un matin, son lit était vide, et plus personne n'a jamais mentionné son nom. Vous avez essayé de trouver une voie médiane, acceptant certaines avances pour survivre tout en conservant un noyau de vous-même qui restait intact. Mais le palais était conçu pour rendre un tel compromis impossible. Chaque jour apportait de nouveaux tests, de nouveaux choix entre la dégradation et la destruction, de nouvelles manières dont le système cherchait à vous remodeler à son image. Les voyageurs européens qui visitaient la cour ottomane ont occasionnellement aperçu ce monde caché, bien que leurs récits aient souvent été filtrés à travers leurs propres préjugés culturels et leur compréhension limitée. Un ambassadeur vénitien du XVIe siècle a noté l'affection excessive que les fonctionnaires du palais montraient pour leurs jeunes serviteurs, décrivant des scènes qui le mettaient extrêmement mal à l'aise. Il a écrit avoir vu des garçons âgés de 10 ou 11 ans vêtus de soie et de bijoux au service d'hommes plus âgés, avec une familiarité qui suggérait des relations qui allaient bien au-delà de la dynamique appropriée maître-serviteur. Un diplomate français du XVIIe siècle a écrit plus explicitement sur ce qu'il a vu lors d'une réception au palais. Les jeunes pages se déplaçaient dans les couloirs comme de beaux oiseaux en cage, les yeux baissés, mais le corps paré pour être exhibé. On ne peut s'empêcher de remarquer la manière possessive dont certains fonctionnaires considèrent ces enfants, ni la peur qui scintille dans les yeux des garçons lorsque leur maître s'approche.
Les conditions physiques de la vie au palais aggravent les mauvais traitements psychologiques de manière à briser la résistance et à créer une dépendance. Vous viviez dans des dortoirs surpeuplés avec un minimum d'intimité, où chaque instant était soumis à la surveillance et au contrôle. Vous étiez réveillé avant l'aube pour des prières que vous aviez été forcé d'apprendre. Nourri de repas suffisants mais non abondants à des heures précises et soumis à un emploi du temps rigide qui ne laissait aucun temps pour la réflexion ou la résistance. Les punitions étaient fréquentes et conçues de manière créative pour humilier et briser le moral. Les garçons qui violaient les règles, parlaient leur langue maternelle, pratiquaient de vieilles traditions ou montraient un enthousiasme insuffisant pour leur nouvelle vie étaient confrontés à des coups, à des humiliations publiques ou à l'isolement dans des chambres à peine assez grandes pour s'allonger. Vous avez été témoin du retour d'un garçon nommé Milos, qui avait été pris en flagrant délit de prière selon les rites de sa foi ancienne, forcé de rester nu dans la cour pendant toute une journée, tandis que les autres élèves étaient encouragés à se moquer de lui. La leçon était claire. Votre ancienne identité n'était pas seulement interdite, c'était une source de honte. L'économie interne du palais compliquait encore votre situation et créait des niveaux supplémentaires d'exploitation. Vous pouviez gagner de petits privilèges grâce à un bon comportement, à des résultats scolaires ou en plaisantant vos supérieurs de diverses manières. Ces privilèges, meilleure nourriture, vêtements plus jolis, couchage plus confortable, accès à des livres ou à des instruments de musique, devenaient des biens précieux dans votre monde restreint. Le système créait un réseau complexe de dépendance et de loyauté qui rendait la résistance presque impossible, et la collaboration semblait être le seul chemin vers la survie. Vous avez appris à naviguer dans cette économie avec l'esprit calculateur de quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous. Vous avez découvert qu'aider les élèves plus âgés dans leurs études pouvait vous apporter la protection contre leurs avances. Vous avez constaté qu'un talent particulier dans certains sujets pouvait vous attirer l'attention des professeurs qui pourraient vous protéger des pires mauvais traitements. Vous avez réalisé qu'une obéissance parfaite et un enthousiasme visible pour votre nouvelle vie pouvaient entraîner de petites libertés qui semblaient énormes dans votre monde limité. Certains garçons ont tenté de s'échapper, mais l'emplacement du palais sur une péninsule entourée d'eau rendait cela extrêmement difficile. Ceux qui étaient attrapés étaient soumis à des punitions sévères qui étaient délibérément rendues publiques pour dissuader les autres. Vous avez été témoin du retour d'un garçon qui avait tenté de s'enfuir en nageant à travers le Golden Horn. Il était à peine en vie lorsqu'ils l'ont ramené, et les coups qu'il a reçus devant tous les élèves l'ont laissé gravement blessé. Il servait d'avertissement pour vous tous. Brisé, à peine fonctionnel, un exemple vivant de ce qui arrivait à ceux qui choisissaient la rébellion plutôt que la soumission. Les quelques garçons qui réussissaient à s'enfuir se trouvaient confrontés à un défi encore plus redoutable. Ils avaient passé tant de temps au palais, et leurs identités originales avaient été si complètement effacées que revenir à leur vie antérieure était impossible. Leur famille pourrait ne pas les reconnaître, leur communauté pourrait les rejeter comme des traîtres ou des convertis, et ils possédaient peu de compétences qui leur permettraient de survivre en dehors du système du palais. La plupart de ceux qui s'échappaient étaient recapturés en quelques jours. Mais même ceux qui restaient libres se retrouvaient souvent à la dérive dans un monde qui n'avait plus de place pour eux. En grandissant au sein du système, survivant grâce à une combinaison d'intelligence, d'adaptabilité et d'une soumission soigneusement calculée, vous faisiez face à de nouveaux défis et à une corruption plus profonde de votre âme. Les élèves les plus brillants pouvaient éventuellement être nommés à des postes gouvernementaux importants, mais ce succès se faisait au prix de la perpétuation du système même qui les avait maltraités. Vous vous rendiez compte, avec une horreur croissante, que vos professeurs et vos superviseurs, les hommes qui vous avaient façonné et endommagé, avaient été autrefois des garçons comme vous, arrachés à leur famille et transformés en instruments du pouvoir impérial. Cette prise de conscience entraînait un choix terrible. Vous pouviez résister au système et probablement être détruit par lui, ou vous pouviez l'embrasser pleinement et devenir l'un de ses exécuteurs, sélectionnant la prochaine génération de garçons, les brisant et les reconstruisant, maintenant les hiérarchies de pouvoir et d'exploitation du palais. De nombreux garçons choisissaient la seconde voie, trouvant plus facile de devenir des prédateurs que de rester des proies indéfiniment. La cérémonie de remise des diplômes connue sous le nom de Chikma marquait la fin de votre éducation au palais et votre entrée au service impérial.
Après des années de mauvais traitements systématiques déguisés en éducation, vous émergiez comme un jeune homme maîtrisant plusieurs langues, compétent en administration et en diplomatie, formé aux arts et aux sciences. Mais vous émergiez aussi comme quelqu'un dont l'âme avait été systématiquement corrompue, dont la compréhension du pouvoir était à jamais liée à l'exploitation et dont la capacité à entretenir des relations humaines normales avait été endommagée d'une manière qui pourrait ne jamais guérir. Pour de nombreux diplômés, cette transition signifiait simplement passer d'une forme d'exploitation à une autre. Ceux qui étaient nommés à des postes administratifs se retrouvaient dans un monde où les faveurs sexuelles et l'avancement politique restaient liés, où les leçons apprises au palais sur le pouvoir, la soumission et la survie continuaient à façonner leur vie adulte. Ceux qui étaient affectés à des fonctions militaires portaient en eux les cicatrices psychologiques de leurs années au palais, devenant souvent soit des exécuteurs brutaux de la volonté impériale, soit des hommes brisés qui avaient du mal à trouver un sens à des vies bâties sur des fondements d'abus. L'attitude de l'élite ottomane envers ces pratiques était complexe et soigneusement construite pour maintenir le système tout en niant ses aspects les plus troublants. Si la réglementation officielle interdisait de nombreuses formes d'abus, la réalité était que les autorités du palais fermaient les yeux sur les comportements qui servaient leurs intérêts. Le système produisait des administrateurs compétents et des serviteurs loyaux, ce qui était son objectif principal. Le coût humain était considéré comme sans rapport avec son succès, et toute critique était rejetée comme une ignorance des méthodes sophistiquées d'éducation et d'avancement de l'Empire. Les auteurs ottomans contemporains reconnaissaient parfois les aspects les plus sombres du système tout en défendant sa valeur globale. Un historien de cour du XVIe siècle écrivait « Il est vrai que l'école du palais exige de grands sacrifices de ses élèves et que tous ceux qui y entrent ne ressortent pas inchangés. Mais de ce creuset de discipline et d'apprentissage émergent les meilleurs serviteurs de l'Empire, des hommes dont la loyauté a été mise à l'épreuve et dont les capacités ont été perfectionnées. » Cette rhétorique de transformation et d'amélioration masquait la réalité de ce que des garçons comme vous ont vécu. Votre mise à l'épreuve impliquait des abus sexuels systématiques. Votre discipline impliquait la destruction de votre identité originelle et la construction d'un nouveau moi destiné à servir les intérêts impériaux. Votre apprentissage se faisait au prix de votre innocence d'enfance et de votre capacité à entretenir des relations humaines normales. Ce qui rend le système du palais ottoman particulièrement troublant, c'est la manière dont il combinait de véritables possibilités d'éducation avec des abus systématiques, rendant difficile la séparation des bienfaits des horreurs. Les garçons recevaient une éducation qui, selon les normes de l'époque, était exceptionnellement avancée. Vous appreniez à lire et à écrire dans des langues qui ouvraient des portes dans le monde entier. Vous étudiez les sciences et les mathématiques, qui étaient à la pointe de la technologie pour leur époque. Vous acquériez des compétences en diplomatie, administration et stratégie militaire qui vous seraient utiles tout au long de votre vie. Mais cette éducation était inséparable de votre exploitation et de vos abus. Les mêmes enseignants qui élargissaient votre esprit violaient aussi votre corps. Le même système qui vous offrait des opportunités détruisait aussi votre innocence. La même institution qui promettait l'avancement assurait aussi que cet avancement serait à jamais entaché par les méthodes utilisées pour l'obtenir. Le système révèle également la relation complexe entre le pouvoir, la sexualité et la violence dans les sociétés prémodernes. Les Ottomans n'étaient pas uniques dans leur exploitation des jeunes. Des pratiques similaires existaient sous diverses formes dans le monde antique et médiéval. Mais le système ottoman était remarquable par son ampleur, sa systématisation et son intégration dans l'appareil impérial. Ce n'était pas une perversion cachée, mais une institution ouverte, célébrée pour son efficacité et défendue par ses bénéficiaires. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le système du palais commença à décliner, les nouvelles technologies militaires réduisant l'importance du corps des janissaires et les nouvelles formes d'administration diminuant la dépendance aux bureaucrates formés au palais. L'influence européenne et l'évolution des mentalités ont également contribué à la transformation progressive du système. Mais pour les milliers de garçons qui ont traversé les portes du palais à son apogée, ces changements sont venus beaucoup trop tard. Leurs récits d'enfance perdue, d'innocence détruite et de souffrances endurées au service du pouvoir impérial
représente l'un des exemples les plus systématiques d'abus institutionnels d'enfants dans l'histoire. Les garçons qui ont survécu ont appris à naviguer dans un monde où leur beauté était à la fois un atout et un handicap, où leur intelligence était valorisée, mais pas leur humanité, où l'avancement exigeait d'abandonner des pans de leur âme irrécupérables. Certains sont montés à des postes de pouvoir et d'influence, devenant vizirs, généraux et gouverneurs, qui ont façonné le destin de l'Empire. Mais ils portaient en eux les cicatrices de leurs années au palais, et beaucoup ont perpétué les cycles d'abus qui les avaient marqués. D'autres ont disparu dans l'obscurité historique, leur sort inconnu, leurs souffrances non enregistrées, rappelées seulement par des mentions dans les archives administratives qui notent leur arrivée, leur formation et leur affectation ultérieure. Les murs du palais qui ont autrefois résonné des pas de ces garçons subsistent encore aujourd'hui, transformés en musées où les touristes admirent la grandeur architecturale et les trésors artistiques de la cour ottomane. Les visiteurs s'émerveillent des belles salles où l'élite de l'Empire était éduquée, mais ils ne voient que la beauté physique des lieux. Les couloirs de marbre gardent leurs secrets les plus sombres, et les salles où l'éducation et l'exploitation étaient inextricablement liées restent silencieuses quant au prix que des générations de jeunes garçons ont payé pour la gloire impériale. Les visites guidées évoquent les innovations pédagogiques de l'école du palais, son rôle dans la formation d'administrateurs compétents et sa contribution au succès de l'Empire. Elles ne mentionnent pas les abus systématiques qui étaient fondamentaux à son fonctionnement, les garçons qui sont morts plutôt que de se soumettre à ses exigences, ni les hommes qui sont sortis de ces murs, à jamais transformés par leurs expériences à l'intérieur de ces murs. Alors que je termine ce récit, en imaginant votre histoire comme représentative de milliers d'autres semblables, je me rends compte que ces récits de souffrance et de survie ne sont pas de simples curiosités historiques. Ils représentent de véritables êtres humains, des enfants arrachés à leur famille, dépouillés de leur identité et forcés de naviguer dans un monde qui valorisait leur corps et leur esprit, tout en rejetant leur humanité comme sans importance pour les grands desseins de l'Empire. Vous, le garçon que j'ai imaginé, debout dans ces couloirs de marbre, avec la peur dans le cœur et le silence sur les lèvres, représentez des milliers d'enfants réels dont nous ne connaîtrons jamais les noms, dont les histoires individuelles n'ont jamais été enregistrées et dont la souffrance n'a jamais été reconnue par le système qui l'a créé et maintenu. Votre fantôme est celui de tous les garçons comme vous errent encore dans les couloirs de ce palais, nous rappelant que derrière la grandeur de chaque empire se cache un fondement bâti sur la souffrance humaine et que le prix du pouvoir est souvent payé par ceux qui n'ont aucun choix en la matière. L'horreur ne résidait pas seulement dans la violence, mais dans la manière systématique dont elle était appliquée, dans la façon dont elle était complètement normalisée et dans la manière dont elle était totalement oubliée par l'histoire. Vous et les garçons, comme vous avez vécu, et êtes morts dans un système qui vous traitait comme de beaux objets à façonner et à utiliser. Et vos histoires méritent d'être rappelées non pas comme des notes de bas de page historiques exotiques, mais comme des témoignages de la résilience humaine face à la cruauté institutionnalisée. L'air du matin qui portait autrefois vos pas craintifs s'est depuis longtemps estompé. Mais votre histoire résonne encore à travers le temps, exigeant que nous soyons témoins de votre souffrance et que nous nous souvenions de l'épouvantable prix de l'âge d'or de l'Empire. En nous souvenant de votre histoire,